Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du Dr Kin, épisode numéro 33 si je ne me trompe pas. Alors, bienvenue à tous. Pendant que les gens se connectent tranquillement, eh bien, n'hésitez pas à m'indiquer quelques commentaires dans le genre « Est-ce que tout va bien, le son est bon, l'image est bonne? » Toujours apprécié, s'assurer que la technologie fonctionne bien. Petite note pour ceux qui m'écrivent sur le chat ou dans les commentaires pour Facebook sur ma page personnelle. La semaine passée, je ne voyais malheureusement pas les commentaires. Donc, vous pouvez toujours aller voir ça sur la diffusion sur la page du Dr Kin. Ceux-là, apparemment, je vois les commentaires. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, épisode portant sur l'entraînement en musculation, donc un de mes dadas, mes champs d'intérêt, et sur les sports d'endurance. Donc, on entend beaucoup parler de l'importance de la musculation pour plein de choses. Donc, depuis, je dirais, les années 2000, l'entraînement en musculation a vraiment gagné ses lettres de noblesse. On veut vraiment s'assurer que tout le monde fait de la musculation parce que c'est bénéfique, parce que les gens vont avoir une amélioration de leur performance notable, peu importe le sport. Donc là, on va s'attarder un peu plus l'effet de la musculation au niveau des sports d'endurance. Qu'est-ce que ça donne? Comment on le fait? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme entraînement en musculation pour essayer d'améliorer ses performances? Puis aussi, peut-être avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça peut augmenter. Donc, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on va faire de la musculation en termes de performance de sport d'endurance? Donc, sport d'endurance, là, c'est assez large comme définition. Les sports d'endurance, on va diviser ça en activités d'endurance de courte durée, pour ne pas dire très courte durée, et longue durée, pour ne pas dire très longue durée. Donc, très courte durée, c'est habituellement les activités qui durent moins de 2 minutes. Donc, oui, on peut classer de cette façon-là les sports d'endurance. Donc, un 2 minutes et moins d'effort, c'est une forme d'endurance. Mais plus souvent qu'autrement, on a en tête, au niveau de l'endurance, des activités prolongées. Donc, des activités qui durent de longues minutes, voire des heures. Donc, on pense souvent à de la course à pied, du cyclisme, du triathlon, où on observe un engouement là, certain au cours des dernières années. Donc, ces activités-là, en endurance, est-ce qu'elles vont pleinement profiter d'un entraînement en musculation? Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme gain puis comme bénéfice? Et aussi, qu'est-ce qu'on va chercher à faire comme contenu? Alors, un des éléments les plus importants lorsqu'on va parler de musculation pour les sports d'endurance, c'est l'évaluation de l'individu. Donc, l'évaluation des capacités, si on veut, de la personne initiale. Donc, ça va être super, super important. Pourquoi? Parce que en fonction de où est-ce qu'on part, ça va déterminer la nature de l'entraînement en musculation qu'on va faire. Ça va déterminer aussi ce à quoi on peut s'attendre comme gain, donc les effets de cet entraînement-là. Donc, par évaluation initiale, c'est surtout déterminer dans un premier temps les aptitudes à faire de la musculation de l'individu, donc les capacités techniques. Est-ce que la personne a un bagage au niveau de la musculation? Parce que ça va un peu influencer la nature des exercices puis les paramètres de surcharge qu'on va être en mesure de mettre en place. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, outre l'aspect technique, on va chercher à évaluer la force initiale.
Donc, déterminer la force des groupes musculaires qui sont les plus sollicités. La plupart du temps, dans les sports d'endurance, on parle des membres inférieurs. Donc, on va tester la capacité d'extension de la hanche, extension de la jambe, ainsi que flexion. Donc, communément, du leg press, du squat. Donc, on va chercher à déterminer la force sur ces mouvements-là de flexion, extension, genou, hanche. Force, on va parler de force absolue. Donc, quelle est la charge totale qu'un individu va être en mesure de soulever? Et ensuite, l'autre élément qui va être important, qui est un petit peu moins identifié, c'est la force relative. Donc, la force qui va être exprimée, par exemple, en fonction du poids total ou en fonction de la masse musculaire. Pourquoi ces deux valeurs-là sont importantes? Bien, parce qu'on peut avoir une athlète de petit gabarit qui n'est pas si forte que ça, donc qui en absolu ne déplace pas une charge incroyable, mais parce qu'elle est légère, va déployer suffisamment de force pour avoir un ratio force totale poids intéressant. Donc, on peut s'en sortir comme ça. Puis ça aussi, c'est qu'en regardant la force absolue et la force relative, bien, ça va nous permettre d'orienter vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut chercher à vraiment augmenter la force ou on veut davantage s'en aller vers quelque chose qui est plus de la puissance? On va y arriver ça par la suite. Donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de données sur c'est quoi les seuils, c'est quoi les valeurs, combien on devrait avoir en force relative versus en force absolue pour du triathlon, pour de la course à pied, pour de la course en trail, etc., en natation. Donc, tout ça, on peut s'attendre à avoir une certaine variabilité entre ce qu'on a besoin en force absolue puis ce qu'on a besoin en force relative parce que les exigences de la tâche sont légèrement différentes. Des courses en trail, il va y avoir par exemple plus d'ascension, plus de descente, donc de décélération. Si on prend de la course sur piste, donc sur du 400 mètres, c'est du plat. Donc à ce moment-là, c'est pas tout à fait la même chose. Même chose en cyclisme, donc en vélo. Ce ne sera pas exactement la même chose au niveau des besoins en force parce que on va mobiliser les groupes musculaires sur des amplitudes différentes. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est là, je vous dirais, c'est une des lacunes qu'on va avoir. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui, je dis beaucoup, j'espère, mais il y a certains entraîneurs qui vont chercher à quantifier ça, qui vont chercher à avoir des données au niveau de la force puis de la force relative. Concrètement, ça veut dire quoi? On va faire des tests de force maximale sur un squat. Donc, on va tester la force max, le 1 RM sur le squat, et on va ensuite de ça diviser, c'est la façon la plus simple, diviser le chiffre obtenu par le poids total. Donc, la charge qu'on a déplacée une seule fois sur notre squat, ça représente notre force absolue pour les membres inférieurs. Et cette charge-là, divisée par notre poids total, ça représente les kilos déplacés par kilogramme de poids. Ça représente notre force relative. Donc, c'est sûr que je vous dirais que dans toutes les activités qui mobilisent le poids du corps, donc tout ce qui est les activités de course, par exemple, la force relative va être super importante parce que c'est le poids qu'on déplace directement. Lorsqu'on va tomber à vélo, c'est un peu plus nuancé, ça dépend un peu plus du contexte, mais la force absolue va probablement prendre une place un peu plus importante parce que ça va déterminer la quantité de le torque qu'on va être capable de générer là, sur chaque coup de pédale, indépendamment de notre poids. Mais néanmoins, le poids est quand même un facteur à vélo dès qu'on va avoir une dénivelée. Alors force absolue, force relative, c'est deux éléments à évaluer. J'ai pas de seuil, pas de valeur cible à vous donner, de vous dire en course à pied, on va atteindre tant de kilos par kilogramme de poids sur le squat, c'est ça qui est gagnant. Après ça vaut plus la peine de chercher à augmenter. Mais en colligeant des données, donc en recueillant des données auprès de différentes équipes, l'entraîneur peut arriver à avoir ces chiffres-là, puis voir aussi faire des associations avec la performance. Voir que ceux et celles qui performent le plus, est-ce que c'est ceux et celles qui, sur le test de squat, vont avoir la plus grande force absolue? Et où est-ce que c'est ceux et celles qui vont avoir la plus grande force relative? Donc ça nous permet déjà d'avoir une piste. Là. Si systématiquement les meilleurs d'une équipe de triathlon, une équipe de course à pied, sont ceux qui sont les plus forts en valeur absolue, là, on a peut-être une piste de dire, peut-être que la force absolue, ça va être intéressant de chercher à augmenter chez ceux et celles qui performent moins bien, parce que ça pourrait se traduire par une amélioration des performances. Si c'est la force relative,
qui semble être un meilleur prédicteur. Et à ce moment-là, au sein de notre équipe, on va voir à partir de combien on observe là, des performances intéressantes. Donc, c'est sûr que c'est un échantillon qui est limité. On est limité par le bassin d'athlètes qu'on a, mais c'est quand même des données qui peuvent s'avérer être intéressantes, surtout quand on voit d'une année à l'autre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, je vous dirais, la première étape, là, c'est vraiment de quantifier la force initiale sur des mouvements en musculation qui sont maîtrisés par les gens et qui sollicitent les muscles qui vont être utilisés lors des différentes activités. Donc, la plupart du temps, c'est les membres inférieurs. Lorsqu'on parle de natation, ben, ça peut être intéressant justement d'ajouter, tester pour les muscles du dos, tester pour les pectoraux, donc des exercices de traction et des exercices de développé. Même chose, exprimer en force absolue et en force relative. Donc, ça, c'est des données qui vont être super intéressantes. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec la force? Ben, ultimement, c'est pas tant la force qui va être importante. C'est notre capacité à convertir cette force-là en puissance. Parce que dès qu'on va parler d'un mouvement sportif, il y a toujours une notion de vélocité, de vitesse. Alors, la force comme telle va s'exprimer à une vitesse donnée. Et à ce moment-là, ça devient en quelque sorte de la puissance. Donc, lorsque je donne un coup de pédale, ben c'est de la puissance que je vais développer. Les cyclistes vont le savoir, ça va être des watts. Donc, les watts, c'est un indicateur de puissance. Plus je peux générer une quantité importante de watts, mais plus ma puissance de puissance de travail va être élevée. C'est exactement la même chose en course à pied. On est moins familier avec les watts en course à pied parce que c'est plus difficile à calculer. En vélo, on peut avoir un power meter qui va être dans le pédalier, dans la pédale, qui va nous donner notre puissance avec une précision suffisamment élevée pour qu'on puisse travailler avec ça. Par contre, en course à pied, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je travaille avec des capteurs, des accéléromètres sur le pied qui nous permettent d'avoir des watts et qui me semblent suffisamment précis, suffisamment sensibles au changement de dénivelé sur le terrain pour être utilisés. Et on fonctionne exactement de la même façon. Donc, ultimement, ce qu'on veut avec la force, c'est qu'elle s'en aille en conversion en puissance. Donc, c'est des watts de plus qu'on va aller chercher. C'est là que l'entraînement en musculation va devenir intéressant. Parce que lorsqu'on va s'entraîner en musculation, on va être en mesure d'augmenter la force musculaire et une fois qu'on a le gain en force, on va être en mesure de faire un transfert vers la puissance. Pourquoi c'est important d'augmenter la force? Dans un premier temps, c'est parce que lorsqu'on s'entraîne en force, on travaille avec une charge lourde. Un des principes d'adaptation au niveau de la force musculaire, c'est le développement du système nerveux. Donc, l'amélioration de notre capacité à recruter des fibres musculaires pour générer de la tension. Donc, la tension musculaire et de la force. Plus je suis capable d'aller chercher un grand nombre de fibres musculaires, plus je vais être en mesure de générer de la force. Plus je suis en mesure de générer de la force, plus potentiellement je vais être capable de convertir ça en puissance. Donc, la clé, lorsqu'on va parler d'entraînement en force, c'est de maximiser le recrutement des fibres et non pas nécessairement augmenter la surface des fibres. Donc, j'explique, puis je rentre rapidement dans ces principes d'adaptation musculaire-là. Donc, ce qu'on a, c'est lorsque je vais travailler avec une charge lourde, je vais progressivement entraîner mon corps à recruter plus de fibres. Donc, je vais générer plus de force parce que j'ai plus de fibres qui sont capables d'être mobilisées puis générer de la tension. Ensuite de ça, l'entraînement, ce qu'il peut faire aussi, c'est augmenter la quantité de certaines composantes des fibres musculaires. On va parler de sarcomères, de myofibrilles, et on va augmenter leur quantité qui sont côte à côte. Donc, on va parler d'une augmentation du nombre de sarcomères en parallèle. Et ça fait en sorte qu'on a plus de petits moteurs, un à côté de l'autre, qui tirent, et ça va permettre à la fibre de générer plus de tension. Donc, ça, entre autres, c'est ce qu'on va appeler de l'hypertrophie musculaire. Lorsqu'on va parler de sport d'endurance, c'est délicat de parler d'hypertrophie parce que lorsqu'on ajoute ces structures-là, on ajoute du poids. Bon, c'est sûr qu'un sarcomère, on parle d'une grosseur de micron, là, c'est tout petit. Mais ces unités-là, quand même, lorsqu'on en rajoute des centaines et des milliers, ça va se solder par une augmentation de la masse musculaire, c'est une augmentation du poids. Cette augmentation de poids-là, on doit la traîner. Donc, elle peut être utile, on peut augmenter la masse musculaire des jambes, nous permettant d'augmenter la force, mais ultimement, trop d'augmentation de masse musculaire, ça va toujours se solder par une diminution de la performance comme telle, parce qu'on va devenir de moins en moins rentable.
Donc, l'hypertrophie jusqu'à un certain point pour augmenter la force, ça peut être une adaptation intéressante, mais l'adaptation qui est définitivement plus payante pour les athlètes d'endurance, c'est l'amélioration de l'efficacité du système nerveux parce que ça n'a pas de poids. On utilise des structures existantes, les structures en place, on fait juste mieux les utiliser, être capable de recruter davantage de fibres musculaires pour un mouvement donné. Et ça va être intéressant. Donc, lorsqu'on va travailler en musculation, là, avec cet objectif-là de favoriser le recrutement neuromusculaire, bien, on n'a pas le choix, on doit travailler avec des charges lourdes. Donc, traditionnellement, si j'ose dire, dans les sports d'endurance, on avait peur parce qu'on disait, si tu travailles avec des charges lourdes, tu vas ralentir ta vélocité, ta foulée va être moins fluide, tu vas être plus rigide, tu vas être capable de courir moins vite, tu vas avoir les jambes lourdes. Et c'est mal comprendre ça, les adaptations neuromusculaires. Donc, le fait de travailler en force, ça ralentira pas la foulée. C'est sûr que si on fait une grosse séance d'entraînement en force, 5 minutes avant d'aller compétitionner sur un marathon, ben ça se peut qu'on ait les jambes fatiguées. Mais c'est pas parce qu'on a fait de la force, c'est parce qu'on s'est entraîné puis on a généré de la fatigue. Donc, l'entraînement en force, on veut amener l'athlète d'endurance ou la personne qui fait de façon plus ludique des activités en endurance, on veut l'amener à augmenter sa force en maximisant le recrutement neuromusculaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça va être aussi fondamental parce que lorsqu'on va être plus efficace à recruter, bien on va avoir une meilleure conversion vers de la puissance. Donc, lorsqu'on va ajouter une composante de vitesse, lorsque le système neuromusculaire est capable de recruter plus de fibres, bien, il y a un plus gros potentiel de développer de la puissance. Donc, on va fort probablement mieux répondre à un entraînement en puissance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais m'entraîner en force, je vais travailler avec des séries de 4 répétitions maximales, 5 répétitions maximales, 6 répétitions maximales. Je vais mettre le plus lourd possible jusqu'à temps que je ne sois pas capable de compléter mes séries. Là, je n'ai fait assez, j'ai de la fatigue, ça ne donne plus rien. On fait 1, 2, peut-être 3 séances comme ça max par semaine. Et ce qu'on veut, c'est que les charges augmentent. Donc, plus les charges vont augmenter, plus on s'en va dans la bonne direction. Une fois que ces blocs-là de force sont faits, ce qu'on va chercher à faire, c'est convertir le tout en puissance, donc ajouter une composante de vitesse. C'est là qu'on va ajouter, par exemple, des sauts. Donc, sauter sur un obstacle et générer le plus de puissance possible. Donc, sauter le plus haut possible, le plus loin possible. Il y a plusieurs personnes qui, quand ils s'entraînent, ils vont faire de la force et après ça, ils vont passer tout de suite à faire ce qu'on appelle de la pliométrie. Donc, la pliométrie, c'est des sauts avec des rebonds. Ultimement, c'est ce type de puissance-là qui va être super utile pour les sports d'endurance, plus particulièrement pour les sports où on va avoir de la locomotion, donc de la course. Sauf que c'est très difficile à faire de la pliométrie correctement et il y a beaucoup de gens là, qui vont mélanger ça. Par exemple, si je saute sur une boîte, c'est pas de la pliométrie. La pliométrie, ça implique forcément un rebond. Donc, un exemple, une différence entre de la puissance et la pliométrie. La puissance, je vais avoir une boîte de 30 cm, 40 cm, 50, 60 cm de haut. Je vais sauter dessus, je redescends, je ressaute dessus. Ça, c'est du travail en puissance. Du travail en pliométrie, c'est, je commencerai sur une petite marche, je me laisse tomber en bas de la marche et je saute sur la boîte après. Ou encore, je suis sur la boîte, je me laisse tomber et je ressaute immédiatement sur la boîte. Donc, c'est beaucoup plus violent parce qu'on a vraiment un effet de slingshot un petit peu. On va étirer le muscle lorsqu'on atterrit et on va se servir de cet étirement-là. On va canaliser l'énergie qui est accumulée dans les tendons puis dans le muscle parce que c'est étiré comme un élastique pour le relancer dans l'autre direction, donc remonter vers le haut. C'est très difficile techniquement à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de la plio et c'est pas du tout de la plio. Pourquoi? Parce qu'il faut que le temps de contact au sol soit extrêmement court. Donc, si vous vous laissez tomber en bas d'une boîte, vous écrasez, puis vous remontez, puis ça vous prend à peu près 1 seconde, c'est trop long, c'est trop lent. L'énergie qui est accumulée dans toutes les composantes élastiques du muscle va avoir le temps de se dissiper. Donc, on parle d'un temps de contact au sol de moins d'1 seconde. Il faut vraiment que on rebondit sur le sol. Donc, c'est très difficile, c'est très intense, c'est très dur sur les structures. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par faire de l'entraînement en force qui va permettre de pratiquer
ou de développer les composantes élastiques du muscle parce qu'ils vont être soumis à une tension. Donc, ça va engendrer des adaptations qui vont favoriser une plus grande capacité du muscle d'accumuler les forces issues de l'étirement. Ensuite de ça, on va migrer vers de la puissance, donc être capable de recruter rapidement les fibres musculaires pour être en mesure de générer une puissance qui nous permet de sauter très haut. Et ensuite, on peut passer à faire de la plio, donc travailler avec des rebonds, donc vraiment entraîner l'organisme à accumuler de l'énergie et de la redistribuer. Donc, chaque fois que vous faites un pas quand vous courez, c'est de la pliométrie à petite intensité parce qu'on n'est pas très haut, mais vous allez accumuler de l'énergie dans vos tendons. Quand on parle du stiffness de la foulée, c'est pas un manque de flexibilité. Le stiffness, c'est notre capacité à absorber de l'énergie et de la redistribuer à l'opposé. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Les adaptations comme ça, qui nous permettent d'accumuler de l'énergie, on accumule de l'énergie qui vient de la gravité en réalité, puis de l'accélération de notre poids. Cette énergie-là, c'est pas de l'énergie, c'est pas des glucides, des lipides là, qu'on a. C'est vraiment de l'énergie qui vient de la gravité. Donc, on vient à aller chercher de l'énergie dans l'environnement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que chaque foulée, vous avez besoin de moins d'énergie qui vous appartient parce que vous en utilisez un peu plus de la gravité. Ça se traduit par une meilleure économie de course. Donc, souvent, on va parler d'économie de course en disant c'est ta technique qui est importante. L'économie de course, c'est pas une question de technique, c'est une question de redistribution plus efficace de l'énergie. Certaines techniques peuvent aider, peuvent contribuer à ça. Ça peut favoriser une meilleure accumulation de l'énergie, un retour. Alors que des fois, j'ai déjà observé, moi, des gens qui se faisaient inculquer une certaine technique et ça faisait en sorte qu'il y avait une moins bonne redistribution de l'énergie. Donc, on pouvait mesurer une diminution de l'efficacité avec, entre guillemets, une meilleure technique. Alors ça, c'était hautement problématique parce que les gens disaient « Ah, mais maintenant, je cours mieux ». Mais en réalité, ils courent moins bien parce qu'ils sont moins capables d'accumuler de l'énergie, ils sont moins économes. Tout ça, on parle d'efficacité. Et c'est ça que l'entraînement en musculation et l'entraînement en puissance va surtout améliorer. Alors, lorsqu'on va s'entraîner en musculation, on va hautement améliorer. Puis je dis hautement, mais vous allez voir, les chiffres, c'est quand même modeste, mais c'est important d'un côté entraînement. Mais on va voir à améliorer cette efficacité-là. Un bon entraînement en musculation en force, on travaille avec des charges lourdes, puis ensuite on fait une conversion vers de la puissance. Les études vont rapporter une amélioration de notre efficacité de l'ordre de 3 à 6 %. C'est considérable comme amélioration en termes de performance. C'est sûr qu'on regarde ça, 3 à 6 %, c'est négligeable. Mais cette augmentation-là, suite à la musculation de 3 à 6 %, ça va se passer entre 6, 7, 8 semaines à peu près de travail. Donc, avec un 6 semaines d'entraînement, on va avoir une amélioration de l'ordre de 3 à 6 %. Si on ne fait pas de musculation, on peut avoir également cette même amélioration-là de l'ordre de 3 à 6 % de notre efficacité. Donc, on devient meilleur dans le fond, pour une vitesse donnée, on utilise moins d'oxygène, moins d'énergie. Donc, soit qu'on peut décider d'aller plus vite pour dépenser la même quantité de calories qu'avant, ou soit qu'on va être capable de durer plus longtemps, on va être plus économe. Donc, c'est un ou l'autre. Dans les deux cas, ça se traduit par une amélioration des performances. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Si je fais juste du cardio, pas de la muscu, je peux aller chercher aussi une amélioration de l'ordre de 3 à 6 %. Sauf qu'on remarque que ça va prendre entre 2, 3 et voire même 4 fois plus de temps que ce que je peux obtenir avec la musculation. Donc, je peux passer un 20, 22, 23, 24 semaines à m'entraîner en faisant du cardio et je vais observer sur ces 24 semaines-là une amélioration de l'ordre de 3 à 6 % de mon efficacité. Alors que je peux avoir ça à peu près en 6 semaines en musculation. Et imaginons maintenant si on combine les deux. Donc, lorsqu'on va jumeler adéquatement un entraînement en musculation avec de l'entraînement de nature aérobie, là, on va être capable d'aller chercher des belles améliorations de la performance et ça sans nécessairement avoir à augmenter la VO2. Parce que lorsqu'on a une VO2 qui est très élevée, ça peut mobiliser énormément de ressources, donc beaucoup d'entraînement, générer beaucoup de fatigue pour augmenter la VO2 de pas beaucoup. Alors, si on vient chercher un entraînement en musculation, on va améliorer nos performances.
Donc, on va être capable d'utiliser un pourcentage plus élevé de notre capacité aérobie plus longtemps, donc une meilleure endurance aérobie, non pas parce qu'on a des meilleures structures pour consommer l'oxygène, mais parce qu'on est en mesure d'accumuler plus d'énergie à chaque foulée, à chaque coup de pédale, par exemple. Donc ça devient vraiment, vraiment intéressant, ça devient vraiment utile comme tel. Maintenant, quel type d'entraînement faire? Bon, je vous ai parlé de la séquence, là, force, puissance, après ça, pliométrie. Faisons le lien maintenant avec les capacités d'un individu. Mais si on a quelqu'un qui a pas un énorme bagage en musculation, c'est sûr que le travail en force va prendre un peu plus de place que le travail en puissance et en pliométrie. Pourquoi? Parce que le travail en pliométrie va être beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile, tant techniquement que physiquement. Donc, il y a un risque qu'on en fasse trop un peu plus facilement. Alors, quelqu'un qui va commencer à incorporer de la musculation puis qui fait des sports d'endurance, on risque d'avoir une phase un peu plus longue de préparation en force. Ça ne veut pas dire qu'on va partir avec des charges légères. Je vois beaucoup de préparation physique en musculation pour les sports d'endurance qui vont aller chercher des séries de 15, 20, 25 répétitions. Les gains en force sont minimes là-dessus. C'est comme un nombre de répétitions qui génère de la fatigue, qui génère de l'usure, mais qui ne permet pas d'augmenter tant que ça les charges. Moi, je suis plus un partisan de commencer à travailler lourd rapidement. Donc, dès que la personne démontre certaines aptitudes techniques, moi, j'aime bien travailler à haute intensité, donc travailler rapidement en bas du 8 répétitions maximales par série, mais jouer avec un volume un peu plus bas. Donc, pas faire 25 séries de jambes à 6 RM, mais peut-être faire 1, 2, 3 séries de jambes à 6 RM et faire le suivi sur l'augmentation des charges. Donc, est-ce qu'à chaque semaine, je suis capable d'augmenter un peu, puis après combien de semaines je vais plafonner? Et normalement, c'est quand je vais observer un plafond, c'est là que je vais recommander de commencer à augmenter un peu le volume si le niveau de fatigue va bien. Donc, si le niveau d'énergie est là, si on n'accumule pas trop de fatigue, eh bien, je vais recommander on pourrait chercher à augmenter un peu plus le volume. Puis, l'augmentation de volume, ce que je vais privilégier, c'est en augmentant la fréquence des entraînements. Quelqu'un qui commence à faire de la musculation pour les sports d'endurance va avoir des gains en force en s'entraînant en musculation une fois semaine. Donc, est-ce que ça va être des gains qui vont être optimaux? Non, on n'a pas besoin non plus que ça soit optimal, mais un entraînement semaine, ça va être suffisant pour qu'on observe une augmentation de la force musculaire. Donc, la façon la plus simple ensuite d'augmenter le volume, c'est de dire on va passer de une séance de musculation où on faisait 3 séries de 6 répétitions à 6 RM, à 2 séances de musculation dans la semaine où on fait 2-3 séries de 6 répétitions à 6 RM. Donc ça nous permet de doubler notre volume. Donc, on a de la place, dans le fond, pour augmenter notre volume sans nécessairement créer beaucoup de fatigue à chaque séance. C'est parfois un casse-tête, par exemple, pour jumeler avec les autres entraînements. Mais je vous dirais que 2 séances d'entraînement en musculation semaine, pour quelqu'un qui fait des sports d'endurance, on peut avoir des gains extrêmement intéressants. Là, puis on le voit dans la progression au niveau des charges. Donc, ça progresse, ça augmente, sans nécessairement qu'il y ait une diminution là, de la capacité de performance ou que ça ait un impact sur les autres entraînements qui visent plus l'amélioration de la capacité aérobie ou de l'endurance aérobie. Donc ça peut se faire assez bien. Puis dans certains cas, ça se peut qu'on passe pas du tout de temps vers la puissance ou la pliométrie. Donc une première année d'introduction d'entraînement en musculation, ça se peut qu'on travaille uniquement en force, puis que notre mini pliométrie, on la fasse quand on court. Fait que ces micro-impacts-là qu'on fait à chaque pas, ça va être notre pliométrie qu'on va faire. On ne se rajoutera pas des exercices de saut, de chute, de rebond, etc. On va juste travailler en musculation pour chercher à augmenter la charge. Chez les gens qui ont un bagage un peu plus exhaustif en musculation, qui sont capables de tolérer un peu plus la muscu, qui ont une plus grosse expérience, un plus gros vécu en musculation, à ce moment-là, on peut faire un bloc de 4-5 semaines à peu près de travail en force sans vraiment chercher à aller chercher un maximum d'intensité. Donc, atteindre un maximum d'intensité, donc viser du 4 RM, pourquoi pas du 3 RM, du 2 RM. Donc,
pourquoi viser une intensité aussi élevée? Mais si on veut vraiment maximiser le recrutement nerveux. Donc, on veut éviter d'avoir de la fatigue métabolique qui va apparaître lorsqu'on va faire des répétitions un peu plus élevées. On veut vraiment, vraiment cibler le système nerveux, maximiser les gains au niveau du recrutement neuromusculaire. Et après ça, après ces 4 semaines-là assez intenses, on peut prévoir une petite semaine de récupération ou un allègement des entraînements. Et cette semaine-là peut servir de transition, donc commencer à pratiquer techniquement des sauts. Donc, l'intensité sur les sauts, ça va être surtout en distance. Donc, la hauteur, si on saute sur une boîte, la distance qu'on saute, si on fait des sauts en longueur ou des sauts latéraux. Alors, pendant la semaine de transition où on sort de la force puis on veut s'en aller vers la puissance, on peut chercher à incorporer du travail technique, donc pratiquer les techniques de saut, de réception de saut. Ça peut être un peu plus important chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? La configuration du bassin chez les femmes fait en sorte que certaines femmes vont avoir tendance à avoir les genoux qui vont être un peu plus à l'intérieur. Donc, on a un genre de triangle qui se fait, dont la tête du triangle est au genou et la base du triangle est aux hanches. Ça fait en sorte que lorsqu'on va effectuer une réception de saut, les genoux vont plonger vers l'intérieur et ça peut être plus difficile pour le genou, la hanche et le dos à gérer l'absorption de l'impact. Donc, ça va être un peu plus à risque. Alors, pendant notre semaine de transition, récupération vers la puissance, on va s'assurer de faire des petits sauts et s'assurer que ces petits sauts-là, techniquement, sont impeccables. Donc, les genoux sont bien alignés, on a une belle réception, un bel amortissement. Donc, on n'a pas besoin de travailler avec des hauteurs très élevées, du 15 cm, du 20 cm. Ça peut être amplement suffisant pour travailler la technique au niveau de la réception. Et ça, autant au niveau de l'envol que de la réception, ça va, dans le fond, pas trop taxer le système. Il n'y aura pas trop de fatigue accumulée avec ça. Et donc, on va atteindre nos objectifs de récupération, puis on ne perdra pas de temps non plus parce qu'on va faire du travail technique et ce travail technique-là va être profitable pour la semaine qui s'en vient. Donc, ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'on a bien géré notre récupération, qu'on a fait notre travail technique, là, on peut commencer à faire du travail en puissance, donc sauter sur des objets, essayer de sauter le plus loin possible vers l'avant, le plus haut possible vers le haut. Ça va être intéressant. Et là, on va commencer à compter le nombre d'impacts qu'on va avoir. Donc, une répétition, ça va être une réception, dans le fond. Et ces impacts-là, je vous dirais, en termes de puissance, on veut vraiment miser sur des petites quantités puis sur de la qualité. Donc, vraiment s'assurer de sauter à la bonne hauteur à chaque saut versus faire beaucoup de sauts. On parle d'habitude de séries de 2, 3, 4, 5, 6 sauts maximum et c'est rare qu'on va avoir accumulé plus qu'un total de 40 impacts par séance. Au début, là, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, vraiment maximiser le travail de qualité, sauter le plus haut possible. Essayer aussi d'évacuer la composante peur, crainte. Des fois, sauter 50, 60, 70, 80 cm, ça peut faire peur à certaines personnes. Donc, ça peut être un frein. Donc, on va essayer aussi d'évacuer ça le plus rapidement possible, mais on n'a pas besoin de faire une grande quantité de sauts. Donc, on veut une grande qualité au niveau des sauts, une belle intensité, donc aller chercher la hauteur la plus intéressante possible et maximiser, dans le fond, chaque répétition, chaque saut qu'on a pour s'assurer qu'on le fait le plus convenablement possible. Donc, pas besoin d'en faire beaucoup. Et faire attention parce que cette fatigue-là peut avoir un impact assez important sur des séances d'entraînement qui vont viser le développement de la capacité aérobie ou de l'endurance aérobie. Donc, il faut s'assurer de bien les planifier, donc d'avoir généralement des espacés, peut-être des séances d'entraînement aérobie le plus possible pour éviter justement d'avoir 20, 24 impacts de saut et après ça, aller courir un 10 000 mètres parce qu'on va avoir toute une série d'impacts aussi. Donc, ça se peut que certaines personnes aient de la difficulté à tolérer cette quantité-là d'impact lorsqu'on va cumuler ce qui se passe en entraînement. Pour ceux et celles qui font du triathlon, des fois, ça peut être intéressant d'aller faire des séances de saut, de travail en puissance, pas tellement loin de la natation. Donc, où est-ce que là, on n'aura pas d'impact pour les membres inférieurs. Donc, ça, c'est des combinaisons qui sont intéressantes là, à aller faire. Donc, une fois qu'on a travaillé en puissance, je dirais que
l'étape suivante, donc le niveau suivant, c'est de commencer à incorporer la pliométrie. La pliométrie, il faut faire attention parce qu'on a souvent en référence les hauteurs qu'on utilise en puissance et ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement capable d'utiliser ça. Donc, la pliométrie, il faut bien tester ça. Et c'est pas tout le monde qui teste aussi, donc ça faut être prudent. Donc, les tests en pliométrie, il y a un test qui n'est pas parfait, mais qui est assez simple pour savoir quelle hauteur on peut utiliser pour un exercice de pliométrie. Donc, supposons que je suis sur un bloc, je me laisse tomber et je ressaute. Comment je fais pour savoir si la hauteur du bloc est correcte? Donc, un des tests de terrain là, qui n'est pas parfait, mais qui est intéressant, mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe sur le sol et on va sauter le plus haut possible, puis on va faire ça sur le bord d'un mur, puis on va s'assurer de savoir à quelle hauteur on a été capable de sauter. Donc, la façon la plus simple, c'est de prendre un collant, puis de sauter, puis d'aller coller le collant le plus haut possible sur le mur. Donc, une fois qu'on a ça, c'est notre hauteur à partir du sol. Donc, c'est notre indicateur de puissance verticale, si on veut. On va s'installer sur un bloc et on va se laisser tomber et on va sauter le plus haut possible. En sautant le plus haut possible, on va essayer d'aller coller notre collant, encore une fois, le plus haut possible. Si le bloc est à la bonne hauteur ou à une hauteur adéquate pour nous, on devrait être capable de sauter plus haut que notre saut vertical. Et donc, ça veut dire que le bloc est correct. Si on augmente la hauteur, puis on fait encore une fois, on se laisse tomber, on rebondit, on saute, et notre collant est plus bas que notre saut vertical à partir du sol, ça veut dire qu'on écrase trop. On n'est pas en mesure d'accumuler l'énergie de la descente pour la redistribuer vers le saut. Donc, à ce moment-là, ce bloc-là serait trop haut. Donc, il faudrait utiliser un bloc qui est plus bas. Donc, ça va être quelque chose qui est important à tester pour les membres inférieurs pour nous permettre de savoir c'est quoi la hauteur optimale pour mon bloc. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à faire. Ensuite de ça, comme on augmente l'intensité lorsqu'on va faire de la pliométrie, le volume va être encore plus bas. Donc, on va faire encore moins de répétitions que ce qu'on faisait en puissance. Donc, on peut réduire ça. Ça ne prend pas beaucoup de sauts. Il y a des athlètes de niveau olympique qui vont faire un maximum de 40 à 50 répétitions en pliométrie par séance d'entraînement parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer plus que ça. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Le sauter, ça peut nous paraître quelque chose de facile, qu'on peut en faire beaucoup. Il faut s'assurer d'être capable, savoir qu'on fait un bon travail. C'est pas juste de sauter, c'est de sauter en accumulant de l'énergie et en redistribuant. Si je fais de la plio et j'écrase parce que je suis fatigué, ça sera plus profitable. Donc là, je crée de la fatigue de façon inutile qui ne générera pas des adaptations. Donc, bien important. Donc, si je suis en mesure de faire ma plio puis de toujours sauter plus haut, et ça veut dire que ça va bien. Dès que je commence à sauter moins haut suite à la plio, ça ne vaut plus la peine de continuer. Donc, je me fais souffrir pour rien. Alors, ça va être un élément qui est important à considérer. Donc, le dernier point que je veux aborder, c'est ces méthodes d'entraînement-là. Force, ça prend des poids, ça c'est intéressant. De la puissance, ça se fait quand même assez bien. C'est des sauts, ça peut se faire dehors. De la plio aussi, ça peut se faire dehors. Attention aux surfaces. De la plio sur un terrain mou qui absorbe, par exemple du gazon. Il y a beaucoup de perte d'énergie dans le gazon. Donc, on va essayer de faire ça sur une surface qui est dure pour être en mesure de rebondir. Donc, ça aussi, c'est un élément qui va être important à surveiller. Mais l'autre chose qui est intéressante, dernièrement, j'ai commencé à travailler avec de l'entraînement iso-inertiel. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est tout simplement une roue. Donc, c'est un système qu'on va accélérer. Donc, on va travailler avec l'inertie, le momentum et compagnie. Donc, on va vraiment générer une accélération avec une roue et ralentir cette roue-là par la suite. Donc, ça, c'est un type d'entraînement qui permet de générer énormément de puissance. Et ça va aussi travailler indirectement les composantes élastiques parce que, la roue, on va fixer un câble qui est attaché, par exemple, à un harnais et on va faire du squat. Donc, on va exploser avec notre squat, on va devoir accélérer la roue. Cette roue-là, elle va s'accélérer, la courroie va se dérouler et ce qui va arriver, c'est que la courroie va commencer à s'enrouler de l'autre côté. Donc, la roue et sa vitesse de rotation va faire en sorte qu'elle va nous tirer vers le bas. Et nous, on doit la ralentir. Donc ça travaille spécifiquement les composantes élastiques des muscles. Donc, tant pour les gains en force qu'en puissance, c'est un type d'entraînement qui est très, très, très intéressant. Et les études tendent à
tendre vers une meilleure augmentation de l'efficacité motrice. Donc, on observe quelque chose qui semblerait être un peu plus efficace en termes de gain en puissance, en pliométrie et en rendement mécanique, donc l'efficacité de la foulée, que de l'entraînement en musculation traditionnel. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je commence à travailler avec ça. Avis aux gens qui sont intéressés, je vais avoir besoin de données. Fait que je vais avoir besoin de gens qui viennent faire des tests là, justement sur un squat puis le flywheel. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'écrivez via Messenger ou encore à mso@commercialdrkin.com. Écrivez-moi pour si j'ai de la place puis si mon horaire le permet. On se familiarisera avec la technique, puis vous pourrez faire un petit test là, de puissance là-dessus. Ce qui est intéressant avec ces systèmes-là, entre autres, c'est qu'on peut les relier avec un power meter. Donc, on peut avoir les watts qui sont générés, on peut avoir la fatigue, la diminution de la capacité de travail. Donc, c'est assez intéressant, là, plus particulièrement pour les sports d'endurance et les sports de puissance. Alors ça, je dirais c'est un élément qui bon, c'est pas super accessible, c'est pas donné comme système, mais c'est une forme d'entraînement, je pense, qui, chez quelqu'un qui a un minimum de force, je pense que c'est probablement une des méthodes d'entraînement, un des modes d'entraînement qui va permettre le plus de conversion vers la puissance, puis vers la foulée, puis la mécanique de course, entre autres. Ça peut s'utiliser aussi pour les membres supérieurs, donc ça peut s'appliquer aussi à la natation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Comme je disais via ma page personnelle Facebook, je crois que je vois pas directement les messages du clavardage. Sur Dr. Kin, la page, ça, je le vois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Donc, si je résume l'importance de l'entraînement en musculation pour les sports d'endurance, c'est pas un must, c'est pas quelque chose qui est indispensable. Je vous dirais que c'est surtout utile chez les gens qui ont une très bonne capacité aérobie et qui ont tendance à avoir des difficultés à améliorer leur VO2. Donc, une des façons de gruger un peu de la performance, c'est d'améliorer son rendement, son efficacité. Donc, avec la même VO2, être capable de faire plus. Alors ça devient intéressant. Puis à un très, très haut niveau, on tend à croire qu'il y a deux variables qui sont vraiment les déterminants de la victoire, soit des composantes psychologiques, donc de la résilience, tolérance à l'effort, et l'autre, c'est l'efficacité. Donc, vraiment, la capacité à être économe pour une même intensité, que ça coûte moins cher en énergie que l'autre à côté, c'est un avantage notable. Donc, ça semble être deux déterminants de la performance super importants. Plus on diminue le niveau de performance, quelqu'un qui a une capacité aérobie qui est très faible, d'améliorer son rendement, ça ne changera pas grand-chose. Faire l'entraînement de musculation à ce moment-là, c'est plus pour mettre les bases, préparer parce que lorsque la VO2 bougera plus ou que ça va demander trop de ressources pour la faire bouger, on va déjà avoir un bagage en musculation qui va nous permettre là de travailler plus spécifiquement pour améliorer les performances. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc oui, la musculation, ça va être important. Plus le niveau de performance est élevé dans les sports d'endurance, plus la musculation va jouer un rôle assez déterminant. Et ça va être important, par contre, de s'assurer de suivre une bonne séquence. Donc, vraiment maximiser le recrutement neuromusculaire, développer la force, utiliser cette force-là, la canaliser vers un développement de puissance et éventuellement vers de la pliométrie, donc des changements de direction rapides. Donc, c'est ce qui va nous permettre là, d'avoir un bon gain au niveau de notre rendement. Donc, améliorer les composantes élastiques du muscle et leur capacité à utiliser l'énergie de la gravité et des contractions musculaires pour les redistribuer dans le mouvement. Donc, ça complète un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Encore une fois, comme à tous les balados, si vous avez des suggestions, des demandes spéciales, des sujets à aborder, n'hésitez pas, allez-y, vous m'écrivez, soit via Messenger sur la page drkin.com, soit via Facebook encore sur la page de Dr. Kin. Je réponds relativement rapidement, donc n'hésitez pas. Si c'est dans mes cordes, dans mes champs d'intérêt, ça me fait plaisir d'aborder le tout dans le balado. N'hésitez pas à partager aussi, c'est le fun quand il y a du monde qui écoute, c'est le fun, c'est toujours un petit peu intéressant, c'est gratuit. Donc, la paye, c'est un peu de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment ça, puis que c'est utile. Donc, n'hésitez pas là, à écrire vos commentaires, n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça fait du sens. Et si vous trouvez que ça fait pas de sens, vous pouvez me le dire aussi, puis ça me fait plaisir d'essayer de corriger le tir ou de jaser avec vous pour savoir pourquoi vous trouvez que ça fait pas de sens. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une super journée.
Et puis, on se revoit fort probablement la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye!